Je vous propose de commencer cette table ronde dans le maquis des labels environnementaux à qui profitent les certifications. Alors j'ai le plaisir d'accueillir cinq invités. Hugues Mahler, vous êtes président de la commission environnement éco-conception FESPA France. Anthony Villeger, vous êtes président de 2FPCO. Christophe Ossenac, vous êtes dirigeant ATC Group, président de FESPA International. Charlotte Deden, vous êtes présidente de la commission développement durable Shop France. Et Jean-Baptiste Puyou, vous êtes dirigeant fondateur d'EVA Conseil. Alors peut-être, là je viens de vous présenter très très rapidement, mais peut-être un mot sur votre organisation. Je commence avec vous. Alors moi je suis donc Hugues Mahler, dirigeant de la société Adoc Media, une société qui fait de la signalétique événementielle et durable à Nantes, PME de 18 personnes. Anthony. Je suis Anthony, je suis président de la Fédération des professionnels de la communication par l'objet, qui vient de rejoindre ce salon pour la première fois cette année. On est 220 adhérents. Nous, notre rôle, c'est d'informer, de former et de faire en sorte que les agences de communication par l'objet soient de meilleurs professionnels. D'accord. Christophe. Donc moi, je suis Christophe Osnac, imprimeur numérique grand format à Lyon depuis pas mal d'années. Et au-delà de ça, je suis bien impliqué dans l'associatif puisque je suis vice-président de FESPA France, après avoir été président pendant 12 ans. Donc ça commence à faire une belle histoire. Et aussi président de l'association FESPA International. Alors c'est 2500 entreprises, 25 000 salariés, c'est un gros sujet et passionnant. Et je suis très content d'être ici avec vous parce que, bien sûr, l'éco-conception, l'impact environnemental, ça nous touche tous, mais c'est aussi un vrai sujet mondialement à l'écoute, donc ça c'est très important. Ok, Charlotte. Oui, moi je dirige une entreprise qui est spécialisée dans le display, enfin présentoir publicitaire. On est dans la conception et la fabrication de mobilier sur mesure et en multimatériaux dans le nord de la France. Et donc, je représente Shop France aussi, puisque je suis membre du bureau et je dirige la commission développement durable depuis plusieurs années maintenant. Et je suis contente aussi de découvrir d'autres fédérations sur des marchés très connexes. Jean-Baptiste. Oui, Jean-Baptiste Puyou, fondateur d'une SCOP. 150 personnes, on est vraiment, alors on est spécialisé depuis 20 ans dans l'évaluation environnementale des produits, ça peut être des biens ou des services. On calcule l'impact et on accompagne nos clients pour réduire les aspects sociaux, environnementaux, améliorer la performance. Et on édite aussi des logiciels. Alors on est aussi assez fiers d'avoir développé des outils qui sont utilisés par la Fédération Shop ou FESPA. Voilà, donc on mesure et on accompagne. Voilà. Alors, on va parler de certification, on va parler de labels environnementaux, on va parler également d'agences de notation. Donc, il y a pas mal d'acteurs, finalement. Hugues, est-ce que vous pourriez, en 2-3 minutes, nous faire un rapide panorama de ce qui peut exister aujourd'hui ? Ça va être un petit peu compliqué, mais en fait, on peut distinguer dans la jungle des labels 3 types de labels. Le premier, le plus simple, c'est le label autodéclaratif. Je suis un imprimeur vert parce que je le dis. Donc ça, c'est très bien, ça peut être reçu. Il y a des groupes qui en profitent un petit peu. Il y a ensuite le label qui est certifiant, un label qui est contrôlé par un organisme tiers qui peut être gouvernemental ou pas. Et puis, il y a enfin le troisième label, qui sont des labels plutôt encadrés par une norme. Alors, il y a 2 normes dans l'histoire. Il y a la norme ISO 26000, qui n'est pas une norme certifiante. Et puis, il y a la norme 14024, qui est la norme qui définit la norme, entre guillemets, et en particulier la norme sur les labels environnementaux, qui tourne autour de l'analyse du cycle de vie particulièrement. Donc ça, c'est les 3 labels qu'on peut estimer. Autour de ça, on peut dire qu'il y a des labels qui aujourd'hui sont très reconnus, même s'ils ne sont que déclaratifs ou que contrôlés par des organismes tiers. On va en citer un, par exemple, dans le monde de l'imprimerie. Imprimevert, aujourd'hui, est un label qui est reconnu, qui est adopté par 80% de la profession.
donc qui est devenu plus un label qui est devenu un standard. Voilà. Mais il faut quand même être particulièrement comment dire, critique par rapport à toute cette jungle des labels. Anthony aussi, Ouais, vraiment, un je esprit rejoins. critique. Ouais. Ouais, je rejoins ce que dit Hugues. Critique et vigilant. N'importe qui peut monter un label. Ce n'est pas du tout certifiant. Un label n'est pas certifiant. Une certification peut être un label, mais en tout cas, un label n'est pas certifiant. Et ça permet surtout de faire du très beau greenwashing. On a à peu près 400 écolabels en France. Et il y a une vraie confusion en fait, du grand public entre label, certification, agence de notation, qu'on appelle label par exemple. On voit EcoVadis, on le voit beaucoup sur les stands avec des stands estampillés EcoVadis. Les gens disent souvent je suis labellisé EcoVadis, or c'est une agence de notation, ce n'est pas un label, ce n'est pas une certification. Donc c'est juste se soumettre à une notation. Et ça effectivement, cette confusion, je pense qu'elle dessert le marché, dans le sens où les gens peuvent avoir une déception par rapport à ce qu'on annonce ou ce qu'on énonce par cette labellisation en fait. D'accord, Christophe, une réaction? On est dans une période où il y a un effet de mode. Déjà, on n'a plus le choix. Il faut montrer qu'on fait des efforts sur notre impact environnemental à tout prix, puisque aujourd'hui les donneurs d'ordre attendent cette réponse. C'est vrai que d'avoir un label, c'est extrêmement simple. Ça ne veut rien dire, même s'il y a des labels très sérieux, évidemment. EcoVadis, moi j'ai un confrère qui, grâce à l'intelligence artificielle, a augmenté sa note de bronze à or, donc super. Donc voilà, et aujourd'hui, pour moi, le problème principal, c'est que on est à une période où les donneurs d'ordre, même nous-mêmes, et même moi-même si je suis impliqué dans l'environnement depuis 20 ans maintenant, j'en apprends tous les jours et sincèrement, j'ai aucune leçon à donner. Aujourd'hui, il y a un vrai manque de formation et d'information des donneurs d'ordre. Aujourd'hui, on leur demande d'acheter le plus propre possible et eux, sans formation, vont se jeter dans la gueule du loup d'un label. Moi, j'ai des confrères, aujourd'hui, ils ont 10 labels en bas de leur plaquette publicitaire, mais tant mieux. Tant mieux, mais voilà. Donc il faut beaucoup plus de connaissances et de formation à ce niveau. Charlotte, et puis après on va donner la parole à Jean-Baptiste également. Oui, j'ajouterais en complément de ce qui vient d'être dit qu'il y a aussi les labels qui sont catégoriels et d'autres labels plus globaux et que c'est selon la pertinence. On parlait d'imprime vert. Pour un imprimeur, ça a tout son sens. Moi, je fabrique du mobilier à base de métal, de bois, un peu de carton, des impressions aussi, mais aussi des bouts de plastique. Bon, c'est sûr que si j'affiche un label imprime vert, ça va pas suffire. Ça va dire, bah oui, c'est bien, mais c'est anecdotique par rapport à l'étalage. Donc, et il y a aussi des labels qui sont attribués donc, pour un secteur d'activité, je le disais, mais il y a d'autres labels qui sont plus dans une démarche globale de l'entreprise. Type EcoVadis, c'est quand même plus axé RSE, donc c'est la démarche globale. Imprime vert, c'est plus un label attribué à un processus de fabrication, avec voilà. Et tout ça, ça répond soit à un cahier des charges, soit à une démarche certifiante qui certifie la démarche globale de l'entreprise. Voilà. Donc c'est compliqué, c'est même une vraie jungle et on a beaucoup de mal à s'y retrouver, c'est vrai. Jean-Baptiste. Alors c'est bien de parler après vous parce qu'on a vu déjà un souci de qualifier de quel label on parle. Exactement. Donc clairement des labels produits. Charlotte, vous disiez, voilà, c'est par rapport à ce que je vends ou ce que j'imprime, est-ce qu'il y a un label? Et à bien différencier des labels qui reconnaissent les progrès ou la performance d'une organisation. Typiquement EcoVadis. On peut aussi être Bicorp. Voilà, c'est l'organisation qui est Bicorp. Alors quand on rentre dans l'approche produit, là on arrive dans le dur parce que nous on soulève le capot du label. C'est-à-dire c'est quoi les critères concrètement? Et c'était, Christophe, vous disiez, il faut commencer à s'acculturer, à se former. Clairement, on va ouvrir, on va regarder quels sont les critères. Est-ce qu'ils sont pertinents? Est-ce qu'on parle vraiment du sujet
Donc on est sur un produit connecté par exemple, mais il va falloir vraiment discuter des métaux rares dans les systèmes électroniques, du cloud, il est hébergé comment, et ça on va le trouver dans le label. Mais encore faut-il regarder ce qu'il y a à l'intérieur du label. Voilà. On peut regarder donc le contenu, est-ce qu'il est pertinent, et puis après on va regarder la gouvernance du label, donc qui l'a décerné, à quelle fréquence il est révisé aussi. Alors, certes, il faut contrôler, mais il faut encore contrôler quelque chose qui est à jour. Voilà, donc nous, c'est aussi les questions qu'on pose. Les labels, on les voit passer. Certains sont durables et typiquement Imprime Vert, c'est solide. FSC, voilà, il y a des labels qui tiennent la route depuis longtemps, mais on les voit aussi arriver et disparaître. Et par contre, les critères vont rester. On parle toujours... quand on est dans les produits promotionnels, dans le textile, on a la question du cuir, on a la question de l'origine du coton, voilà. Et ça, c'est ce qui reste. Après les labels, c'est ce qui est important à regarder en fait. Voilà. Ok. Est-ce qu'on peut dire que la multiplication des labels nuit à leur crédibilité et à leur lisibilité par les entreprises? Alors je vous laisse répondre. Ouais, clairement. Clairement, pour rebondir là-dessus, nous à la DFPCO, on avait 2 labels. On avait le label Caliserve, qui était plutôt autour de la norme ISO 9001, qui était plutôt sur la qualité de service. Et puis on avait un autre label qui était le pôle excellence marquage, parce qu'effectivement, on a aussi tout un pan d'ennoblisseurs, donc de marqueurs qui vont marquer le produit et qui vont toucher des encres chimiques, des choses comme ça. Et on a décidé en fait d'arrêter de les mettre en place au sein de la fédération et de plutôt avoir une approche plus profonde et plus ancrée. On parlait d'entreprises à mission. Là, l'idée, c'est pas de faire en sorte que nos adhérents soient toutes des entreprises à mission, mais en tout cas de travailler sur une charte d'éthique, une charte de responsabilité et un engagement réel à l'éthique et à la responsabilité. Et j'ai envie de dire, pour rebondir à ce qu'on entendait tout à l'heure, que je pense que plus on met des labels et des logos et des labels et des logos et des labels sur son stand et sur ses plaquettes, plus il y a un loup, en gros. Souvent, c'est un peu ça. Donc, ouais. Hugues, vous partagez cet avis? Oui, je partage. Pour moi, il y a trop de labels, mais c'est un bien nécessaire. C'est un bien nécessaire tant qu'ils sont crédibles. La problématique, elle est connue aussi. On a parlé de greenwashing tout à l'heure. Effectivement, on peut se méfier des labels qui sont trop vite affichés. La direction européenne s'est un peu saisie du sujet depuis mars 2023 avec la directive Green Claims, qui essaye de mettre un peu d'ordre dans le sujet et qui va justement qui avait été précédé d'ailleurs en 2018 ou 2019 par le guide pratique des allégations environnementales. Mise à jour en 2023. Ouais. Mise à jour en 2023. Guide pratique des allégations environnementales. Donc là, qui avait été édité par le ministère de la Transition écologique, me semble-t-il. Et qui, donc cette directive européenne va faire un peu le tri. Elle va interdire certains termes, des termes green, des termes durables, des termes d'efficience énergétique. Tout ça, ça sera banni. Bon pour l'environnement, ça n'existera plus. Et chaque label ou chaque entreprise qui voudra communiquer sur ces pratiques vertueuses devra le faire de manière claire, spécifique et devra le prouver par des organismes extérieurs. D'accord. Sachant, Anthony, quand on a préparé cette table ronde, vous disiez également que la DGCCRF était déjà très active sur certains termes. Elle est déjà extrêmement active. Elle fait la chasse grâce à ce guide des allégations environnementales qui a été mis à jour en 2023. On ne peut plus dire certains mots. Je crois qu'il y en a une quarantaine. Et c'est extrêmement réglementé. Et les amendes sont très lourdes. Et là, on parle de la DGCCRF. Ce n'est pas un organisme indépendant qui vient voir. Non, c'est vraiment la DGCCRF. Et leur idée, c'est vraiment de taper au portefeuille, d'aller chercher le moindre truc. Donc Christophe, une réaction? Oui, alors bon, moi je m'éloigne un peu du sujet, mais j'essaie d'être le plus concret possible. Aujourd'hui, dans mon métier d'imprimeur, la demande des donneurs d'ordre, des clients, c'est aussi d'utiliser donc des matières fabriquées le plus proche possible de l'usine, français, c'est bien, sans PVC, voilà. Ça, c'est une première chose. Alors, il y a beaucoup de matières aujourd'hui qui répondent à cette attente. Et puis ensuite, c'est pouvoir recycler, récupérer et puis en faire quelque chose après l'utilisation.
Et là, on s'arrête là, ça suffit. C'est-à-dire que, ok, c'est une toile sans PVC, donc je te passe une commande. Mais moi, aujourd'hui, ma réflexion, elle est de dire, mais allez voir comment c'est fabriqué, parce que finalement, peut-être vaut-il mieux prendre du PVC et le fabriquer correctement et le recycler correctement que de ne pas prendre du PVC et se sentir propre. Allez voir comment c'est fabriqué, où et dans quelles conditions. Parce que là, on va parler de RSE et de responsabilité aussi des collaborateurs, des bonnes conditions de travail. Est-ce que la parité des salaires est réelle? Est-ce que je me chauffe au charbon? C'est des exemples que je reprenais. Voilà. Et quelle est l'ambiance dans l'entreprise qui fabrique Et ça, c'est extrêmement important. Et ce n'est pas un label qui va nettoyer ça. Donc, parlons des bonnes choses, quoi. Oui. Jean-Baptiste. On arrive sur un constat, c'est cette normalisation de l'utilisation des labels, cette, on peut dire, moralisation ou cet encadrement, arrive aussi de manière naturelle, parce qu'il y a la traçabilité qui fait son apparition pour nous dire d'où viennent les matières. Donc ça va aussi faire un peu le ménage. On va être très transparent sur l'origine des composants et les sites géographiques où sont fabriqués les produits. Donc si on suit cette évolution naturelle, certains labels vont disparaître, puisque de toute façon, on aura une information complète sur l'origine des produits, avec la possibilité d'avoir une évaluation qui peut être aussi sociale, pas uniquement environnementale. C'est pour ça que le périmètre aujourd'hui était un peu resserré sur l'environnement. On sait très bien que les aspects environnementaux sont connectés aux aspects sociaux. Je prends de l'eau, je consomme de l'eau, je n'ai plus l'accès à l'eau, j'empêche l'accès à l'eau pour les communautés autour de mon site industriel. J'ai des substances dangereuses, polluantes pour l'environnement, qu'on va retrouver dans les eaux usées, etc. C'est aussi nocif pour la santé de mes salariés. Donc, on arrive sur cette convergence qui est assez intéressante de l'aspect RSE, alors, toujours de mon point de vue dans les produits. Parce que ça, c'est en fait le couperet tombe, et c'est pour ça que la DGCCRF intervient. Elle intervient quand il s'agit d'enjeux sur des produits, parce que là, il y a distorsion de concurrence, il y a sur des marchés. Et effectivement, la DGCCRF est beaucoup plus active que par le passé, parce que ce n'est pas une question d'environnement, c'est une question de concurrence déloyale au final. Cet argument va infléchir ou va influencer la vente, et donc on fait du tort à nos concurrents, et on fait du tort aussi aux consommateurs, aux clients finaux. Donc finalement, on a mis l'environnement dans le bain normal de l'économie, voilà, du business, et ça c'est plutôt une bonne chose, parce qu'on va arriver vers des règles harmonisées, que ce soit sur des critères techniques, des critères donc, de performance des produits, des critères aussi de transparence sur l'usage des produits, comment je dois les maintenir, et aussi l'environnement. Voilà. Les labels vont sans doute être absorbés par cette tendance-là. Vous vouliez réagir? Non, je voulais juste te dire, si on voulait sauver les ours polaires, il faudrait les privatiser. Ça ne vient pas de moi, mais en fait, on est un peu là-dedans. À partir du moment où on fait rentrer l'économie dans l'environnement, obligatoirement, en fait, il y a des enjeux de cash, et donc, du coup, il y a de la préservation autour de ça. Après, ce que Christophe dit est extrêmement important. Dans le RSE, il y a le sociétal, et très, 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 très souvent, en fait, on oublie ce pan sociétal, et ce pan social, et donc le scope social qu'il y a autour de ça. Et là, moi, ce qui me fait râler, c'est qu'on ne voit jamais, et on a d'ailleurs, j'en parlerai tout à l'heure du guide des marchés publics qu'on a sorti, on a mis 2 ans à l'écrire, on ne voit jamais les acheteurs publics, en fait, aller au contact de nos entreprises. Venez découvrir nos entreprises, venez voir comment c'est fabriqué. Ils ne savent pas, en fait. Aujourd'hui, c'est juste des gens qui analysent des grilles Excel. Et ça nuit, en fait, au truc. Pas que dans le public, hein, d'ailleurs. Bien sûr, les entreprises privées, c'est aussi. Mais je dirais, c'est dur de s'y reconnaître parce qu'il faut savoir de quoi on parle. Et évidemment, le côté sociétal est important. J'ai rencontré il n'y a pas longtemps une salariée qui était dans une entreprise qui était certifiée Bicorp, qui me dit, pourtant Bicorp, c'est exigeant. Et au-delà de ça, elle était malheureuse parce que dans son entreprise, elle était submergée de tâches toujours plus. Elle n'était pas écoutée, pas entendue. Et elle dit, moi, je suis en train de craquer, je vais changer de boîte. Donc, c'est là où on se dit, là, c'est pas cohérent entre ce qui est affiché, etc. Mais il faut voir aussi que les donneurs d'ordre, ils ont aussi des exigences. Donc, c'est très bien parce que ça pousse toute la filière à s'intéresser à la question. Mais le pendant de cela, c'est que, à force de vouloir certains niveaux d'exigence, derrière, donc il y a des entreprises qui vont, pour se normaliser, se conformer
à l'exigence de leurs clients. Et d'autres qui y vont par conviction ou parce qu'ils ont bien compris aussi que demain, ça allait être un critère aussi concurrentiel pour encore exister. Donc, voilà, au-delà de label, de la certification, il faut voir la vraie démarche, et sociale et environnementale, parce que tout ça, ça forme un tout. Et j'ajouterais que, au-delà des labels et des certifications, il y a des outils qui permettent d'évaluer l'empreinte environnementale, comme c'est le cas d'Ascore. Et au-delà de l'empreinte environnementale, juste le CO2, c'est 16 critères qui sont analysés. Est-ce que mon produit est bon pour quel impact de pollution il a sur l'eau, mais aussi sur la santé, mais aussi sur l'air, etc. Donc 16 qui sont compilés, donc qui sont agrégés en un seul éco-score. Et ça prend tout en compte. Donc, est-ce que je vais mettre un bout de PVC dans ma PLV, dans mon mobilier ou pas? Ah, le PVC, c'est pas bon. Mais il faut penser au-delà du seul matériau, en durée de vie. Parce que moi, si j'implante un mobilier et que je sais que la durée de vie, elle est de 5 ans, ben, je vais peut-être mettre un petit peu de plastique dans ma PLV parce que c'est plus léger, parce que c'est plus commode, parce que ça a moins d'impact surtout. Et comme je mesure, ben, ça m'aide à faire les bons choix. Et pas seulement au regard d'un critère, mais de tous les critères. Donc c'est bien une démarche globale. Et ça, c'est un outil qui est assez facilement accessible pour tous les gens qui conçoivent. Voilà. Ok, très bien. Ça me donne l'occasion de rebondir sur ce que vous dites, sur l'ACV, l'analyse du cycle de vie. Jean-Baptiste, ça vous semble être un élément qui va monter en puissance? Oui, parce qu'on peut du coup comparer sans a priori une matière d'origine renouvelable, papier, carton, bois, avec une matière d'origine pétrole, mais qui peut être utilisée avec 10 fois moins de matière, qui peut être réemployée, qui peut intégrer une filière de recyclage. Donc ça ouvre le débat, ça évite un certain sectarisme, mais ça ne suffit pas. Nous, complémentairement à l'analyse de cycle de vie, on a des critères de conception. Donc on va vraiment faire apparaître le poids, la durée de vie, le nombre de composants réutilisables. Et c'est important aussi pour communiquer, parce que l'analyse du cycle de vie, c'est scientifique comme approche. Donc souvent on l'associe à des critères de conception, des critères complémentaires. Et d'ailleurs l'affichage environnemental, qui est un projet qui est depuis plus de 15 ans dans les cartons, a bien défriché tout ça. Malgré tout, ça ne suffira pas parce qu'on a encore l'aspect social qui n'est pas inclus encore dans l'analyse de cycle de vie. Alors, il faudrait faire l'analyse de cycle de vie social, qui est faisable aussi. Et puis, c'est vrai que complémenter ça avec une évaluation de l'organisation, donc l'entreprise elle-même, comment elle est gouvernée. Alors, malheureusement, dans les marchés, ce n'est pas en lien avec l'objet du marché, c'est-à-dire qu'on va regarder le produit, mais pas l'entreprise. Peut-être dans les conditions d'exécution du marché. Dans les marchés publics, on peut glisser là une performance 14 001, 26 000, voilà. Donc ok pour l'analyse de cycle de vie. D'ailleurs, nous, on a développé des outils pour ça, mais toujours avec des compléments d'information pour aller plus loin. Voilà. Donc, parce que sinon, on va donner au calcul un pouvoir qui n'a pas, parce qu'il y a aussi des marges d'incertitude. Voilà. Alors, on voit que quand on aborde cette thématique, il y a des pour, des contre, des forces, des faiblesses. Hugues, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant comme bonne pratique, comme exemple à suivre et peut-être aussi comme contre-exemple? Dans les bonnes pratiques, effectivement, les labels peuvent contribuer aux bonnes pratiques. Néanmoins, ce ne seront pas... on va dire, tant que ce n'est pas regardé de manière, d'une part, scientifique, comme peuvent l'apporter par exemple des shop scores, des FESPA, Ascore, etc. On n'aura pas cette matière scientifique sous les yeux. Deuxièmement, il faut quand même que l'acheteur se forme. On peut faire dire ce qu'on veut à des labels et quelque part, on peut faire croire ce qu'on veut. Donc, tant qu'on n'a pas formé nos acheteurs à ces labels, à dire lesquels sont sérieux, lesquels peuvent être suivis, lesquels peuvent être source de progression, dans la commande privée ou dans la commande publique, on n'aura pas d'amélioration. Je vais vous donner un exemple. J'en parlais encore ce matin.
une ville de l'ouest de la France qui vient de lancer un appel d'offres sur tous ces sujets de communication, des produits de communication événementielle, et qui a pour la première fois introduit un critère environnemental plus fort que le critère prix. 17,5% pour le critère environnemental, 10% pour le critère prix. Ok, jusque-là, tout va très bien, Madame la Marquise, mais une fois que le dossier est attribué, on lit entre les lignes que les marchés subséquents vont être attribués aux candidats, c'est un accord multi-attributaire, à 90% sur le prix. Voilà, tout est dit. On s'est affublé d'une cape verte, et puis après on fait ce qu'on veut. Ok. Anthony, des exemples, des contre-exemples? Ouais, alors on pourrait y passer la nuit. Il y a plusieurs choses. Alors, tiens, pour rebondir sur ce que tu disais, nous, à la fédération, on a choisi de prendre le taureau par les cornes. En fait, on a mis 2 ans à écrire ce guide à destination des acheteurs publics. Donc marché public de fourniture d'objets médias. En sachant que, et comme tu le disais, les marchés publics sont les futurs marchés privés, parce que souvent, en fait, les gros marchés privés se nourrissent de ce qui se fait dans le public. Et donc, les premières pages, c'est l'explication déjà de notre métier, l'explication des bonnes pratiques de notre métier, des chartes d'éthique, des chartes de transparence, de comment, de débunker en fait un peu tous les sujets. Et après, derrière, on rentre dans le technique pour comment bien rédiger un appel d'offres, y compris le subséquent, etc., etc. Bref, essayer de leur donner les bonnes pratiques. Et en gros, de dire, si tu n'utilises pas ça pour faire ton prochain appel d'offres, shame on you. C'est en gros, tu fais pas bien ton boulot. Bon, bref, l'idée, c'est de pousser les bonnes pratiques. Pour ce que tu disais aussi sur l'éco-score, il y a plein d'exemples, dont un qui est le plus frappant. En discutant avec la directrice des achats durables responsable du groupe Kering, donc groupe de luxe, on est en train de parler de l'éco-score textile qui est en train d'être mis en place. Et donc, elle m'expliquait que c'était une vraie problématique, dans le sens où elle allait arriver certainement à un éco-score sur ses produits de luxe qui était entre F et G, là où, en fait, sans citer obligatoirement de nom, on va en citer 3, H&M, Zara ou Mango, eux vont avoir des scores plutôt A, parce qu'il y a des produits qui sont fabriqués qu'on appelle seed to garment, donc c'est des méga usines qui sont tenues par les entreprises chinoises en Afrique, où en fait de la graine jusqu'au port, en fait il y a la graine qui pousse, le coton qui est cultivé, qui après est filé, qui ensuite est manufacturé et qui est directement mis en conteneur au port. Et donc ça, c'est un éco-score A, dans le sens où en fait, la déperdition CO2, elle est faible. Alors que Kering, eux, pour concevoir un produit, ils vont chercher de la dentelle là, ils vont chercher ce produit-là, ils vont le manufacturer. Et donc il y a beaucoup plus d'empreintes carbone au niveau du produit. Et même si ça est compensé dans la notation par d'autres critères, le critère de durabilité du produit, un produit Kering va durer plus longtemps qu'un produit H&M. Mais H&M a mis des box de produits pour les recycler, pour les envoyer en fait au Ghana ou je ne sais pas où pour pouvoir les mettre. Bref, tout ça, on est quand même dans un truc un peu opaque de greenwashing qui permet pas la vertu, quoi. C'est un peu la problématique. Christophe. Bon, moi, j'ai l'impression qu'on est dans 2 mondes parallèles. Un monde, j'allais dire, j'emploie mes mots, qu'on n'a rien à foutre de l'environnement. Et puis la seule condition, ça va être le prix, c'est en bas à droite. Donc je sais, même si j'ai des objectifs de faire attention par rapport à ce que j'achète, je ferme bien les yeux parce que ça m'arrange de le payer moins cher. Donc on a ce monde-là où on met la pression sur les fournisseurs, les relations sont compliquées, etc. Et puis de l'autre côté, on a des entreprises qui sont impliquées dans le RSE, j'aime bien utiliser plutôt ça que le mot label, dans le RSE de manière historique. Et là, on a un changement d'attitude global au niveau de la considération des fournisseurs qui deviennent des partenaires avec qui on construit durablement, intelligemment, en toute transparence, en toute confiance. Je vis actuellement ça avec un de mes clients les plus importants. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est un grand groupe national. Et je trouve ça merveilleux. Et nous, en tant que fournisseurs, on est d'autant plus performants. Donc on a ces 2 mondes. Ok. Charlotte, Jean-Baptiste. Charlotte.
Oui, effectivement, et le monde est en train de changer, et je crois que la pression réglementaire ne fait que démarrer avec l'arrivée de la CSRD, etc. Et donc, dans les années à venir, je pense que l'horizon des labels et des certifications va encore beaucoup bouger, et qu'il y aura un besoin de plus de véracité, et parce que on va bientôt, on en manque parfois, il y a déjà des pénuries de ressources naturelles. Enfin, je peux vous faire le bilan, vous le connaissez, hein, de ce qui nous attend. Donc, on doit changer nos modèles économiques, et ça, c'est difficile, puisqu'on doit désapprendre ce qu'on a appris depuis plus d'une centaine d'années maintenant. Donc, c'est très compliqué, mais voilà, ça va se préciser, je pense, dans les années à venir, et il y aura un tri naturel et des modèles économiques qui sont restés un petit peu à l'ancien monde, et puis des nouveaux modèles économiques émergents à l'appui de labels et de certifications, mais surtout à l'appui de changements fondamentaux dans les comportements en entreprise et dans la façon d'aborder le business. Alors, à vous entendre, est-ce qu'on peut annoncer quand même que la réglementation va être la bienvenue? En tout cas, on a vu arriver dans les 20 dernières années une posture qui a évolué entre la réglementation, ça nous ennuie en tant que fabricant, en tant qu'industriel, à une posture différente en disant au moins on aura un même cadre pour tout le monde, et on pourrait aussi favoriser des pratiques de production davantage maîtrisées, autant sociales qu'environnementales. Et, si on combine la réglementation sur l'environnement et celle sur l'importation de produits de pays où on a des pratiques commerciales qui ne sont pas éthiques, de la corruption, en fait on arrive effectivement sur une réglementation plutôt vertueuse sur laquelle on peut s'appuyer. Et ça peut être une bonne nouvelle, hein. On le voit avec notamment la RDUE, donc la réglementation pour limiter la déforestation, qui en fait est aussi une barrière à l'entrée pour des produits importés d'Asie ou sur lesquels on n'a aucune information. Bon, peut-être on peut garder cette bonne nouvelle petit à petit d'un marché qui va se fier à des réglementations peut-être, on espère, assez simples, focus sur les enjeux, et du coup avec moins de place pour les labels, et une jungle de labels qui devient un peu moins touffue, peut-être. Voilà, on peut espérer. Vous vouliez réagir? Pour moi, là aussi, c'est un mal nécessaire, la réglementation publique. Parce qu'effectivement, si on se dit qu'on pourrait sauver l'ours polaire si on le rendait privé, je pense qu'on peut aussi dire on a pu sauver les ours des Pyrénées parce qu'à un moment donné, on les a protégés grâce à une réglementation publique. Aujourd'hui, la loi AGERC, la loi sur la CSRD, sont autant de lois qui apportent de la vertu dans l'achat public, déjà, dans un premier temps. Et puis après, il y a tout le phénomène de l'infusion, c'est-à-dire que naturellement, je suis un acheteur public, je vais aller acheter des choses qui donc me sont imposées par la loi, mais moi également en tant qu'acheteur privé, je vais peut-être m'inspirer de ce qui se fait dans l'achat public pour améliorer aussi mes pratiques d'achat. Donc je pense que tout ça, finalement, c'est un bien aussi d'avoir cette réglementation publique qui est un petit peu plus contraignante, mais nécessaire. On va se tourner vers le public, savoir si vous avez des questions pour nos invités. La première est toujours la plus difficile à poser. Sinon, Oui, vas-y. Ouais. Non, je voulais juste ajouter quelque chose autour de ça, c'est qu'effectivement, la réglementation, elle est très bien. Souvent, on parle de RSE, on dit, et même, on parle d'écologie, ce qui m'horripile. Mais c'est surtout la RSE, c'est la responsabilité. Et on l'oublie souvent, on dit responsabilité sociétale et environnementale. Non mais attends, t'as oublié un truc là, responsabilité. Ce que tu mets sur le marché aujourd'hui, il faut le faire en responsabilité. Et ça, souvent, on oublie ce truc de responsabilité. Et ça, c'est extrêmement important. Et pour te rejoindre sur ce que tu disais, au niveau des certifications, ça, c'est extrêmement important aussi. Nous, on a des adhérents qui se mettent aux normes. Je parlais des ennoblisseurs et des marqueurs. C'est des coûts qui sont très, 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 très onéreux. Par exemple, pour une certification, je vais prendre par exemple GRS ou même du GOTS. C'est des choses qui vont coûter 12 à 15 000 euros à l'année pour la certification, la labellisation, etc. Bref.
la mise aux normes des ateliers, 150 000 euros en plus, 2 500 euros de chiffre d'affaires supplémentaire l'année d'après. Donc en fait, il y a une grosse distorsion entre ce que souhaite l'acheteur et la réalité économique en fait, de ce qu'il va être. Donc en fait, on a des marqueurs qui disent moi j'abandonne. Ça ne sert à rien de se labelliser. J'ai eu 2 500 euros de chiffre d'affaires pour 150 000 euros. Alors je suis hyper vertueux, c'est génial, tout le monde est bien dans mon entreprise. Mais derrière, il y a l'économie, hein, et ça c'est important. Ok, oui. Moi, je vais poser une question. Du coup, on a parlé des pouvoirs publics à travers les grands cadres réglementaires, mais est-ce que dans le cadre spécifique des labels environnementaux, là aussi, les pouvoirs publics vont devoir intervenir? On sait que l'État, il y a 2 ans, a tenté un petit peu justement de légiférer et a confié à l'AFNOR une mission qui était de créer un nouveau label. Un nouveau label qui serait un label chapeau. Bon, on n'a plus entendu parler depuis. Je sais qu'on a changé 3 fois entre-temps de gouvernement, donc ça n'a peut-être pas aidé. Mais comment la puissance publique est-ce qu'elle va devoir le faire et comment elle va devoir le faire pour essayer de peut-être réguler aussi ce marché? Parce que c'est un marché aujourd'hui, les labels environnementaux. Effectivement, si on se reporte à la CSRD, par exemple, la CSRD, une étude a montré l'année dernière qu'elle allait surtout profiter aux organismes de contrôle. C'est-à-dire que globalement, les organismes de contrôle de la CSRD, pas certifiants, mais de contrôle, vont passer de 4 000 à 7 000 en l'espace de 5 ans pour pouvoir répondre à la demande des entreprises qui sont obligées de créer des rapports extra-financiers. Donc oui, il y a un vrai besoin de clarification. Je ne sais pas si le public sera... la réglementation publique sera suffisante. J'en suis pas sûr. Mais à un moment donné, elle est nécessaire. Quand on a des compagnies aériennes qui, en 2023, une compagnie aérienne qui s'appelle Delta Airlines, qui s'est proclamée la compagnie aérienne la plus neutre au carbone du monde, on peut rigoler quand même, hein, des histoires de compensation. Aujourd'hui, on sait qu'il faut mettre, à un moment donné, il faut mettre de la clarté et de la transparence et surtout de la vérification. Donc, moi, je trouve que s'il y a une réglementation publique qui apporte de la transparence, qui apporte de la vérification, c'est bon. Mais tant qu'on ne contrôle pas le contrôle, quelque part, tant que les contrôleurs ne sont pas contrôlés, on n'y arrivera pas. Oui. Une question encore dans le public? Oui, madame, là-bas? Oui. Bonjour. Je reviens sur l'aspect économique que vous signalez tout à l'heure, ou tout de suite, très récemment. Est-ce que le poids de la réglementation, je pense qu'elle est nécessaire, mais est-ce que ce poids ne va pas venir nuire à la compétitivité des entreprises françaises? Alors si on reste dans un niveau local et national, je pense que c'est nécessaire, mais est-ce que si une entreprise veut aller à l'international, on voit de plus en plus que d'autres régions du monde ne s'intéressent plus, ou en tout cas ce n'est pas forcément leur priorité. Comment la compétitivité de l'entreprise française va pouvoir être encore importante dans la scène internationale? Je ne vais pas répondre à votre question. Je la trouve passionnante et vous avez vraiment raison. C'est vraiment un sujet. Je vais juste avoir une réflexion personnelle au sujet international. C'est super, en France, on donne l'exemple. Et ça, c'est génial. Et tant mieux, et j'en suis très fier. Mais il ne faut pas oublier qu'on est minuscule sur la planète et que dès qu'on tourne la porte, ou dès qu'on passe nos frontières, c'est plus du tout les mêmes sujets. Et que tous les efforts qu'on peut faire, c'est vraiment une goutte d'eau dans l'océan. Et ça, il faut en être conscient, malheureusement. Mais ma réflexion par rapport à ça, c'est souvent un sentiment de démotivation par rapport au sujet, dans le sens où, eh bien oui, ça se passe autrement ailleurs aussi. Si je peux me permettre, je pense que pour la France, uniquement pour la France, parce que c'est un grand pan, il faut évidemment que ces investissements soient pris en compte et soient soutenus par la dépense publique. Je pense que ça, c'est essentiel. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout pris en compte. Et on en a parlé tout à l'heure, il y a effectivement de temps en temps un appel d'offres qui est biaisé et qui va mettre en avant effectivement un appel d'offres public un peu vertueux, mais derrière, sur un subséquent, on va voir que c'était juste pour, on va dire, de la communication politique. Donc ça, c'est extrêmement important. Pour l'international,
Honnêtement, en tant que président de la FPCO, ça fait 2 ans que je sens le truc arriver, où je dis que au niveau international, d'être les irréductibles gaulois risque de nous bouffer quelques points de compétitivité sur le marché international. Toutefois, je pense qu'on peut être un peu ces maudits Français internationaux qui vont prêcher la bonne parole, mais en étant compétitifs. Je pense que les deux doivent aller dans le sens du progrès. Vraiment dans le sens du progrès, pour apporter vraiment cette bonne parole et expliquer que nous, on a déjà fait cette révolution et elle peut apporter de la vertu. Je termine juste là-dessus. Nous, à la 2FPCO, on a un salon qui s'appelle le CTCO, qui a lieu à Lyon chaque année. Et de plus en plus, les Américains et les pays anglophones, mais en tout cas surtout les Américains, viennent voir ce qu'on fait. Et souvent, ils sont très étonnés en fait, de la façon dont on aborde l'objet, dont on aborde le textile publicitaire, l'objet publicitaire, parce qu'eux, ils ne sont pas du tout sur ça. Ils sont sur, moi j'appelle ça de l'hélicoptère monnaie, enfin, c'est vraiment dans l'esprit, on arrose et on voit après comment ça prend, alors que nous, on est plus sur des choses de précision, et ils viennent se nourrir de ça. Je pense que ça, c'est très important qu'on puisse effectivement s'appuyer là-dessus et en essayant de nourrir les autres pays de ce qu'on sait faire, mais sans perdre effectivement en performance économique. J'ai peut-être une petite réponse à votre question maintenant, après avoir réfléchi. On a vécu les plus beaux Jeux Olympiques de l'histoire, les plus vertueux. Donc ça, c'est quand même une nouvelle exceptionnelle. Toute la signalétique des Jeux Olympiques, 80% de la signalétique des Jeux Olympiques qui se sont passés à Paris, en France, ont été imprimés en Pologne pour des raisons économiques, sans que le CIO soit au courant. Et sans que les critères environnementaux n'aient été respectés. Et pour nous, les t-shirts étaient du Bangladesh. Voilà. Et aujourd'hui, on se récupère les déchets. Hein. Julia, tu sais de quoi je parle? En France. Donc voilà, ça c'est la réalité. On peut en discuter après, je ne vais pas développer ici maintenant. J'ai beaucoup de preuves, beaucoup de discussions. J'ai rencontré Tony Estanguet en tête-à-tête, qui m'a écouté et qui n'était absolument pas au courant de ce qui s'était passé et qui est extrêmement déçu. Donc nous, à la FESPA, notre job aujourd'hui, ça va être de plus jamais. Et on travaille déjà sur 2030 et on va essayer de construire des appels d'offres respectueux, ce qui n'a pas été le cas. On est en phase, Voilà. complètement en phase. Charlotte? Oui, je voudrais aussi terminer aussi sur une note positive, malgré tout. Par rapport à la CSRD qui a été revue un petit peu, l'ambition de la CSRD a été revue à la baisse au niveau européen, notamment sous pression des commissaires aux comptes, donc ceux qui comptent, justement. Pour autant, suite à cette loi Omnibus qui est venue en révision de la CSRD, j'ai quand même lu un bel article dans la presse récemment où, suite à un sondage, on a remarqué que les grandes entreprises, les grands donneurs d'ordre veulent néanmoins maintenir cette réglementation CSRD alors que c'est contraignant, mais parce qu'ils savent bien que c'est comme ça qu'on doit avancer pour l'avenir. Et ça fait plaisir parce que sans être soumis à cette obligation, les entreprises vont de l'avant en disant on a notre rôle à jouer et on veut le jouer. Peut-être qu'à l'international, on a aussi la chance au niveau européen d'avoir au niveau de l'outil, on parlait d'ACV, le seul outil qui fait l'objet d'une harmonisation européenne qui est la méthode PEF et qui est unique au monde et qui nous est très enviée par le monde. Alors peut-être que le reste du monde est aussi un peu moins regardant sur les normes, etc., parce qu'il manque de référentiels et il manque d'outils que nous avons et qu'eux n'ont pas aussi. Enfin, il y a cet aspect-là aussi qu'il faut regarder. Alors j'espère que ça ira mieux. Oui, allez-y. Alors moi, pour essayer de répondre à votre question, et j'aimerais avoir un rêve un jour, c'est que dans le cadre des doubles et triples comptabilités, qu'on puisse avoir des outils de gestion commerciale qui n'indiquent pas que le prix et qu'on puisse avoir une petite colonne à côté du prix sur l'équivalent de CO2, par exemple, ou l'équivalent du micropoint environnemental qui nous permettent à un acheteur
non seulement être jugé par rapport à un prix, mais aussi par rapport à un impact sur l'environnement. Alors, dernière réaction. On arrive à nouveau sur la notion de la transparence, puisque la CSRD, c'est communiquer de la performance extra-financière. Ce que propose l'Europe aussi à travers l'affichage environnemental, les éco-scores, c'est aussi, et avec de l'analyse de cycle de vie, c'est aussi de donner l'information. Et c'est une première étape. Voilà. Alors, et notamment quand on ne sait pas où sont imprimés les produits. Donc, moi, je l'apprends aussi, hein, impression en Pologne de la signalétique des JO. C'est tout simplement qu'on n'avait pas l'information utile. Donc, on a parlé des labels, on a parlé de la réglementation. Et au lieu de je suis assez optimiste en me disant que ça ne va pas être une réglementation de plus ou des labels de plus. Tout à l'heure, ça a été mentionné, est-ce que l'AFNOR va créer un nouveau label qui va chapeauter les autres labels? On a quand même un mouvement de fond qui est d'amener de l'information, peut-être à travers un label, pourquoi pas, mais qui vise à donner déjà l'information, donc la traçabilité, l'origine géographique. Et ce faisant, on embarque pas mal de critères. Et ça va compenser finalement ou nourrir la valeur des produits. Le prix, la compétitivité économique, elle n'est pas composée uniquement par le prix, elle est composée par la proposition de valeur. On a du design, on a de la fonctionnalité et on a aussi de la valeur extra-financière, voilà, sociale et environnementale. Heureusement que ça compte aussi dans le choix des produits. Rapide. Nous, on s'appuie sur un triptyque qui s'appelle utile, durable et responsable. Il faut que nous, dans l'objet publicitaire et le textile publicitaire, il faut que le produit soit utile au quotidien de la personne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'est pas utile au quotidien de la personne, en fait, il faut le jeter. En gros, il ne faut pas le prendre. Durable, il faut qu'il dure longtemps. Et responsable, on revient sur la responsabilité. Et ce triptyque, déjà là, il est hyper important et très simple à comprendre. On n'a pas besoin de label, de certification, quoi que ce soit. Et ça permet d'arbitrer. Très bien. Merci à vous 5 pour vos inputs. On peut vous applaudir.